Bonjour les fans de loisirs créatifs, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fait un podcast pour faire un petit peu le point sur plein de choses. Voilà. On va parler de plein de choses dans ce podcast. On va parler notamment de l'évolution de mon travail de teinturière parce que oui, vous avez pu le remarquer, beaucoup l'ont remarqué, je vous remercie d'ailleurs de l'avoir vu, mon travail de teinturière a évolué. On va aborder notamment la première exposition que j'ai faite cette année en Sologne, qui était fabuleuse, qui était géniale. On va aussi faire le point sur mes projets, que ce soit au tricot, au crochet, les projets en cours, les projets à venir, voilà. Bon, les projets finis, on pourra dire quelques mots dessus aussi, bien sûr. Et enfin, on abordera la petite FAQ que j'avais un petit peu mise en place. Je vous avais fait une petite vidéo en vous demandant si vous avez envie de me poser quelques petites questions en dessous. Donc, soit je répondrai à ces questions au fil de la vidéo, soit carrément vraiment vers la fin de la vidéo, on prendra le temps d'aborder les questions que vous avez pu me déposer pour faire le point dessus. J'espère que j'ai été claire. De toute façon, on va se lancer et on va voir ça ensemble. Alors, pour faire le point au niveau de mon travail de teinturière, cela fait maintenant un peu plus d'1 an que je me suis lancée vraiment dans le fait de teindre moi-même de la laine. Pour rappel, moi, mon objectif dans mes teintures, c'est de n'utiliser que du naturel. Je ne vais pas utiliser d'acide, de produits très chimiques, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, d'accord? C'est pas quelque chose que moi, j'ai envie de travailler avec. Moi, je veux travailler avec des ingrédients naturels, donc je vais utiliser beaucoup des épluchures, des végétaux, de la cochenille, du café, du henné, des choses comme ça. Voilà, moi mon envie, mon objectif, c'est vraiment d'essayer en fait d'avoir une démarche naturelle et avec un côté un petit peu recyclage aussi en réutilisant les épluchures, tout ça, tout ça. Et vous voyez, n'empêche que je me rends compte que en plus d'1 an, je n'ai pas arrêté de voir à quel point il y a tellement de possibilités avec le naturel. Et croyez-moi, j'ai pas fini d'explorer, puisque notamment au fil de mes rencontres, dans les expositions que j'ai pu faire, et notamment en Sologne, je fais un petit clin d'œil à la dame qui m'a donné des nouveaux ingrédients à utiliser pour mes futures teintures. Je la remercie encore au passage, qui m'a fait des suggestions pour ça. Donc je suis loin d'avoir en fait terminé d'évoluer là-dedans, clairement. J'avais commencé un petit peu timidement avec les épluchures que je pouvais avoir sous la main dans ma cuisine, donc il y a un peu plus d'1 an. J'ai continué en essayant de travailler avec d'autres ingrédients, voilà, comme le café, tout ça, que je continue d'utiliser. J'avais même fait une expérience avec les roses rouges devant ma maison. Ça avait donné ce type de couleur. Alors à la caméra, ça fait très argenté. En réalité, ça fait vert argenté. Voilà, c'est un coloris d'ailleurs que je vais bientôt pouvoir refaire. J'en suis très très contente parce que mes roses rouges vont bientôt fleurir. Donc je vais pouvoir bientôt en refaire. D'ailleurs, c'est une couleur là que je suis en train d'utiliser dans un de mes projets crochet, dont je vais vous parler un petit peu après dans la vidéo. J'ai également commencé, surtout depuis fin d'année dernière, à essayer de créer des coloris vraiment bicolores, donc où il n'y a pas qu'une seule couleur dans un écheveau. Je vous en avais créé quelques-uns, comme le sel de l'Himalaya, que j'ai par exemple utilisé pour faire les chaussettes mystères qu'on a fait là au mois de mars. J'ai continué en essayant en fait vraiment de vous proposer différentes couleurs comme ça, et je suis arrivée jusqu'au stade là, en début d'année, où j'ai réussi à faire mes premiers coloris qui comportent même 3 à 4 couleurs, avec le coloris bienveillance et puis d'autres dont je vous mettrai des images, et dont j'avoue, je suis très fière et je suis très contente. Personnellement, j'admets que j'aime énormément quand il y a plusieurs couleurs dans un même écheveau. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, pouvoir donner un côté un petit peu comme ça avec plusieurs couleurs, parce qu'en fait, déjà, moi, j'aime bien. Je trouve que ça, voilà, ça apporte du peps et de l'originalité à un tricot quand on peut utiliser ce type de coloris. Mais en plus de ça, je trouve qu'aussi, il y a un avantage, personnellement, je trouve non négligeable. C'est que si j'utilise un écheveau qui comporte déjà plusieurs couleurs dedans, eh ben je peux me permettre
Si je veux faire toute une pièce uniquement avec ce type de coloris, je peux me permettre d'utiliser un point de tricot assez simple et assez épuré parce que du coup, le coloris sera lui-même suffisamment original, se suffira à lui-même pour que j'ai pas besoin de faire spécialement des points de tricot très fantaisistes. Alors qu'au contraire, si j'ai envie de faire une pièce tricotée avec des points de tricot un peu plus fantaisistes, je vais plutôt utiliser des couleurs unies. On va prendre par exemple ici mon châle Mystère des Flammes de Russe qui est fait dans des coloris de chez Ophilte de Russe pour le coup, mais c'est un bon exemple. Pourquoi? Parce qu'en fait dans ce châle, il y a 3 couleurs en fait que j'ai utilisées où j'ai pu me permettre vraiment un petit peu d'originalité pour moi parce qu'en fait ce sont des unis et ça m'a permis ainsi de pouvoir m'amuser au niveau des points, de faire de la mosaïque, de faire de la jourée. Ça a été pareil sur le châle des mystères. Étant donné que je n'avais que des couleurs unies que j'ai choisi d'utiliser, je pouvais me permettre de l'originalité avec des motifs. Voilà. Après, vous allez me dire, oui, mais si on veut utiliser un coloris un peu original avec plein de couleurs, pour faire des motifs, comment est-ce qu'on peut faire? Moi, dans ce cas, ce que je vous conseillerais, c'est de prendre d'un côté un coloris uni, un coloris voilà, qui n'a qu'une seule couleur, de l'autre côté, un coloris un petit peu plus peps avec des couleurs un petit peu plus flashy, avec plusieurs couleurs dedans. Et en fait, vous pouvez utiliser le coloris uni pour faire la majorité. Par exemple, imaginons que vous faites un pull. Vous pouvez utiliser le coloris uni pour faire la majorité du corps de votre pull et utiliser le coloris où il y a plusieurs couleurs dedans pour faire juste des motifs jacquard. Franchement, c'est quelque chose que j'ai déjà vu passer sur les réseaux, des personnes qui ont fait des pulls magnifiques. En fait, vraiment, le pull, il est en couleur unie, mais les motifs, on voit bien que c'est un coloris qui a plein de couleurs différentes. Et personnellement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que c'est canon. Moi, je trouve que c'est sublime. Je trouve que c'est superbe. Voilà. D'ailleurs, je remercie énormément les personnes qui sont venues me voir sur le premier salon de l'année. Donc, le premier salon que j'ai fait cette année, c'est la deuxième année que je fais des salons seulement. Hein, je suis encore un bébé exposant, dirons-nous. Donc c'est seulement ma deuxième année. Le premier salon que j'ai fait cette année, donc c'était le salon Laine et Filage en Sologne. Oh, ça a été une tellement belle aventure, c'était génial. C'était la première fois que je faisais un salon aussi loin de chez moi et je compte pas que ce soit le dernier, bien sûr. Après, il faut toujours qu'on s'organise parce qu'on a des enfants qui ont de l'école, enfin bref. Donc c'était la première fois que je faisais ce salon et je tiens mais réellement à remercier déjà les personnes qui ont organisé ce salon parce que franchement l'organisation était top. Je suis arrivée, j'avais mon emplacement qui était déjà prêt, tout ça c'était génial. On pouvait réserver nos repas, donc c'est vrai qu'en tant qu'exposant, surtout quand on fait de la route, le fait de pouvoir réserver ses repas comme ça, c'est quand même pas mal du tout parce qu'on se dit voilà c'est bon. On va pouvoir avoir à manger sur place, on ne va pas avoir besoin de penser à ça parce que déjà qu'on doit penser à toute notre organisation au niveau de nos stocks et tout. Donc c'est bien de pouvoir un petit peu, laisser ce côté-là. L'ambiance était super bonne. Je suis contente, j'ai vraiment fait des très très belles rencontres de personnes vraiment géniales. J'ai rencontré notamment Christelle de l'association Laine et Copeaux et franchement c'est une personne géniale, adorable. En plus, voilà, elle est passionnée elle aussi dans ce qu'elle fait. Franchement, n'hésitez pas à découvrir son association. Vraiment, c'est non seulement des belles personnes, mais qui ont à cœur de partager, qui sont dans cette générosité, dans le fait de partager. Si vous voulez notamment apprendre à filer la laine, il ne faut pas hésiter à vous y adresser. Voilà. J'ai également rencontré Atelier Pure Laine, Frédéric de Atelier Pure Laine, à qui d'ailleurs je n'ai pas pu résister d'acheter des pelotes pour un futur projet dont je vais vous parler plus loin dans la vidéo. Bref, des personnes absolument géniales, des belles rencontres, des belles énergies. J'ai eu le plaisir de rencontrer Gaëlle, à qui je fais un petit coucou, qui est une abonnée de la chaîne depuis longtemps. Et je te remercie encore pour le Queen Amman et la marmite norvégienne. Vraiment, merci beaucoup Gaëlle. Et j'espère bien qu'on se revoit bientôt. J'espère bien. Ça fait partie des belles personnes, des belles rencontres. Moi, personnellement, je suis très contente parce que vraiment, dans les salons que j'ai fait jusqu'à présent, je touche du bois. Voilà. Je n'ai rencontré vraiment que des personnes bienveillantes avec qui il y a des bons échanges, avec qui il y a une bonne ambiance. On est tous passionnés dans le même domaine. Il y a vraiment du partage et ça, c'est tellement agréable. C'est vraiment très chouette. Franchement, si vous avez jamais eu l'occasion d'aller sur des salons comme ça,
Vraiment, je vous le recommande. Il y avait des ateliers de tissage, super. On pouvait s'initier au filage de la laine, c'était très chouette. Il y avait un atelier aussi pour le feutrage de la laine, et ça, autant vous dire que mes enfants, ils ont passé beaucoup de temps sur les 2 jours, puisque c'était le samedi et le dimanche. Elles se sont éclatées, voilà, c'était vraiment, vraiment très chouette. Enfin, j'ai pas d'autres mots à dire, si ce n'est que moi, je compte bien y retourner l'année prochaine. Si c'est possible, moi, je réserve déjà ma place parce que franchement, c'était génial et c'est le genre de salon qui me donne envie d'en faire encore d'autres. D'ailleurs, je vous le dis, dès à présent, je vais être présente du coup sur plusieurs événements cette année encore, je vais tout de suite vous les dire. Le prochain événement sur lequel je vais être présente, ce sera le 24 mai à Genève, à la journée de la laine et des arts du fil. Je suis super impatiente, j'ai hâte d'y être, donc j'y serai présente le samedi 24 mai. Ensuite, nous allons avoir le dimanche 15 juin la fête du tricot à la ferme de Rénouville. Après ça, mois de juillet, je n'ai pas d'événement pour le moment. Qui sait, on ne sait jamais. Au mois d'août, le 14 et 15 août, je serai présente sur la médiévale de Saint-Sauveur-le-Vicomte. Et enfin, le 13 et 14 septembre, je serai présente sur les 24 heures tricot à Noyant-la-Gravoyère. Voici les événements qui actuellement sont prévus. Peut-être qu'il y en aura d'autres qui viendront se greffer. Et dans ce cas, je vous en parlerai, je vous préviendrai. Je tiens aussi, mais véritablement, à remercier chacun d'entre vous pour votre soutien, votre gentillesse dans mon travail, mon développement, surtout d'activités de teinturière que je n'ai pas fini de développer puisque comme je vous le disais, donc là je suis contente, j'arrive à évoluer dans mon travail, à faire davantage de couleurs, des couleurs encore différentes. J'ai encore des nouveaux ingrédients que j'ai envie de tester et d'essayer avant de vous les proposer bien sûr puisque moi je veux quand même être sûre de ce que je vous propose. J'ai aussi d'autres techniques de mordançage. Le mordançage, pour ceux qui ne le sauraient pas, en fait, c'est l'étape juste avant la teinture elle-même qui fait que en fait, la fibre va mieux absorber la teinture. Enfin bref, donc j'ai d'autres techniques à ce niveau-là aussi que j'ai envie d'essayer et de développer. Donc autant dire que voilà, c'est pas fini. Il y a encore de nouvelles choses, il y a encore des choses qui vont arriver, qui vont se développer dans mon travail de la teinture. D'ailleurs, j'en profite pour répondre à une question que l'on me pose très souvent, mine de rien, sur les salons. Est-ce que la laine que je teins et que je vous propose, donc sur la boutique en ligne ou sur les événements, peut se laver en machine à laver? Alors, les teintures bleues, par exemple comme ce rêve bleu ou comme Méditerranée, sont teintes à base de chou rouge. Donc ce sont des teintures, le chou rouge, qui ne passeront pas du tout en machine à laver. On va vraiment totalement éviter la machine à laver. Déjà de base, il ne faut pas oublier une chose, c'est que si vous achetez des écheveaux de laine naturelle, que ce soit de la laine teinte ou non teinte, on va éviter dans tous les cas la machine à laver. Et oui, je sais qu'il y en a qui disent « oui, mais bon, moi je préfère passer en machine à laver ». Il faut quand même éviter au maximum. Après, moi, par expérience, pour en avoir fait l'expérience avec les chaussettes que j'avais tricotées à ma fille, les chaussettes, les soquettes Lala, je les ai retrouvées il y a quelques temps à la sortie du sèche-linge. Je peux vous dire que j'ai eu très peur. J'ai eu très peur parce qu'en fait, je ne les ai pas vues dans le bac de linge. En fait, ma fille ne les avait pas mis dans le bon bac de linge. Et du coup, elles se sont retrouvées à passer dans la machine à laver avec le linge du quotidien, donc que je lave à 40 degrés, et dans le sèche-linge. Je peux vous dire que j'ai eu peur, mais au final, la teinture n'a absolument pas bougé. Donc, il y a des teintures qui sont dites solides, qui vont pouvoir tenir si vous les passez quand même tout doux en programme laine, mais je vous le déconseille quand même parce que bon, même si ça peut faire, hein, même si en effet, de manière générale, à part pour le bleu c'est vraiment pas du tout, même si de manière générale vous n'aurez pas de problème, je déconseille quand même parce que pour moi de toute façon, dès lors qu'on est sur de la laine naturelle, je déconseille la machine à laver. Voilà, après, à vous de faire vos propres expériences là-dessus, c'est juste un conseil que moi je vous donne. Maintenant, vous en faites ce que vous en voulez, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à dire, vous, en commentaire, est-ce que pour laver vos tricots en laine naturelle, pas en laine acrylique bien sûr, en laine naturelle, est-ce que vous êtes plutôt de la team lavage à la main? Et on ne va pas oublier que quand on dit lavage à la main, d'ailleurs, les tricots, ça ne se lave pas très souvent, hein. Ce châle, je ne l'ai pas lavé depuis au moins 5-6 mois.
Ouais, 5-6 mois, j'ai dû lui faire un petit trempage il y a 5-6 mois. Il n'est pas sale, il ne pue pas, il ne sent pas mauvais. Au toucher, il n'est pas sale non plus parce que c'est de la laine. Donc ça ne garde pas la saleté, ça il ne faut pas l'oublier. Ou est-ce que vous êtes plutôt de la team « Je suis rassurée, si je peux mettre en machine à laver, je préfère mettre en machine à laver ». C'est à vous de voir. N'hésitez pas à dire en commentaire. Je pense qu'au niveau des teintures, je pense qu'on a fait le tour. Mais si je me souviens bien, il y a quelqu'un qui m'avait posé une question par rapport aux teintures. Ah là, il y a une personne sur la FAQ qui m'a demandé « Peut-on teindre avec de la violette ?» car elle fait des infusions et l'eau est très violette. Bon, et me demande du coup si on peut faire de la teinture avec ça. Alors, il s'agit de Aurore. Aurore, je te remercie pour ta question. Je te dirais que j'ai jamais essayé tout simplement, donc je ne peux pas te répondre à l'heure actuelle. J'ai testé donc avec des pétales de rose. Les pétales de rose rouge m'ont donné ce résultat. Les pétales de rose rose m'ont donné un beige, qui est très joli, mais un beige. Les fleurs de violette, j'ai jamais essayé. J'avais essayé avec des fleurs d'hortensia. Ça n'a pas coloré. Pourtant, l'eau, quand j'ai fait infuser les fleurs d'hortensia pour obtenir ma teinture, l'eau, elle était colorée. Mais quand j'ai mis l'eau teintée avec ma laine, ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné, voilà. Donc, je te dirais vraiment, il faut tester. Si vous dites, bah, mais bon, je n'ai pas envie de tester directement sur de la laine, j'ai peur que ça ne marche pas, vous pouvez tester sur un torchon. Vous pouvez tester sur un t-shirt blanc, voilà. Tester sur quelque chose que vous avez sous la main, que vous n'avez pas peur, que ça donne un truc moche, comme ça au moins, ça vous permet de vous faire une expérience. Voilà. Et s'il y en a qui ont la réponse pour les fleurs de violette, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Donc là, c'était tout le petit point sur les teintures. Si vous avez, encore une fois, je répète, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les déposer en commentaire. J'essaierai d'y répondre avec grand plaisir. Et sinon, vous pouvez tout retrouver sur ma boutique en ligne, donc n'hésitez pas à faire un petit tour. Maintenant, on va aborder les projets. Bon, on va peut-être commencer par faire un petit point sur les projets finis, même s'il y en a qui datent un petit peu. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je n'avais pas fait de podcast comme ça pour vous parler de mes différents projets. Le premier projet fini que l'on va aborder, il va s'agir du châle des mystères. Le châle des mystères, c'est donc le châle que l'on avait démarré en octobre de l'année 2024 et qu'on a fini en janvier. Bon, en même temps, il faut dire que dans ce laps de temps, j'ai traversé 2 piratages de ma chaîne YouTube, donc ça avait mis un frein. Et ça faisait que je pouvais pas continuer les lives puisque je n'avais plus accès à ma chaîne YouTube. Ce châle des mystères, franchement, j'en suis tellement amoureuse. Je l'emmène sur les expositions avec moi quand j'y vais. J'adore le porter. Là, aujourd'hui, comme il fait chaud, j'ai mis le châle mystère des flammes de Russe parce qu'il est un petit peu plus léger, alors que le châle des mystères, il tient un peu plus chaud. Mais sinon, voilà, le châle des mystères, c'est celui... je le mets souvent en écharpe autour de moi parce que juste, il est trop beau, quoi. Il est trop beau. Dans ce châle des mystères, donc, j'ai créé chaque motif de mosaïque que l'on peut voir dessus. Je l'ai fait au fur et à mesure parce qu'en fait, moi, j'aime bien un petit peu fonctionner à l'instinct quand je fais mes châles des mystères. Alors après, c'est une prise de risque, hein, bien sûr, mais c'est quelque chose que j'aime faire. Donc là, on était sur du full mosaïque, puisqu'on a énormément de mosaïque sur ce châle. De la mosaïque que j'ai en fait à chaque fois réfléchi au fur et à mesure. C'est-à-dire que je finissais un motif de mosaïque, je commençais à réfléchir au suivant. Mais je ne les ai pas réfléchis tous à l'avance. Vous voyez ce que je veux dire? Alors bien sûr, encore une fois, je me répète, c'est un peu risqué de faire ça, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Voilà, moi j'aime bien que quand je fais mon châle des mystères, qu'il s'écrive un peu au fur et à mesure. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît. Je dis pas que c'est quelque chose de très raisonnable, mais c'est quelque chose qui me plaît. Est-ce que le prochain châle des mystères comportera de la mosaïque? Je sais qu'il y en a qui m'ont déjà posé la question. Je vous répondrai que pour l'instant, je ne sais pas. En général, les châles des mystères, on les démarre en octobre. Donc c'est vrai que pour l'instant, j'y ai pas spécialement réfléchi. On verra bien. J'ai pas encore réfléchi à quelle technique j'aurais envie d'utiliser dedans. C'est vrai que à chaque fois, il y a des techniques différentes. Là, on avait mis de l'ajouré. On avait mis un tout petit peu de mosaïque, mais de l'ajouré surtout. Donc je sais pas encore. On verra. J'y suis pas. Je vais y réfléchir. Je vais penser. Peut-être que on fera quelque chose de plus simple, au contraire d'un peu plus complexe, mais dans tous les cas, ce sera en live ensemble sur YouTube.
Donc on verra ça au fur et à mesure. Au niveau des projets mystères qu'on a fait cette année, au mois de mars, on a fait les premières chaussettes mystères, qui sont les chaussettes printanières. Et j'ai vraiment adoré cette expérience. C'était super cool. C'était la première fois que je faisais des chaussettes mystères. Bon là, l'avantage avec les chaussettes, c'est que je faisais la première chaussette, moi toute seule, pour voir ce que ça donnait, pour voir ce que ça évoluait, comment ça évoluait, voilà. Et après, je faisais la deuxième chaussette avec vous. Comme ça, on va dire que là, c'était un peu moins risqué. C'était même nettement moins risqué, puisque du coup, je savais le résultat. J'avais plus qu'à suivre la même chose pour la deuxième avec vous en live. Donc, c'était cool. Je savais par avance que ce serait réussi. En tout cas, pour moi, c'était réussi les chaussettes printanières. Et je suis super contente de voir à quel point il y en a pas mal d'entre vous qui ont suivi l'aventure. Même pour qui c'était leur première chaussette. Franchement, ça me fait super plaisir de me dire qu'il y en a pas mal d'entre vous pour qui c'était les premières chaussettes. Ou alors, il y en a pour qui c'était la première fois que vous tricotiez, vous me disiez, certains d'entre vous, les chaussettes de la cheville vers la pointe. En cuff down, parce qu'il y en a qui étaient plutôt sur les chaussettes en toe up, donc de la pointe vers la cheville, mais là non, on avait fait en cuff down. Et spoiler alerte, j'ai déjà prévu de refaire des chaussettes mystères. Je ne sais pas si ce sera pour la fin d'année ou le début d'année prochaine, parce que j'ai pas mal de projets que je veux avoir aboutis avant, donc on verra bien. Mais on en refera, et je pense par contre que ce sera encore de la cheville vers la pointe en cuff down, parce que c'est la méthode que je préfère. M'en voulez pas, mais moi le toe up, je l'ai fait, j'en ai fait une paire de chaussettes en toe up. Vous avez le tuto sur la chaîne YouTube. Je suis pas une très grande fan. C'est pas... Voilà, je galère pour la pointe et tout. Remarquez, quand je l'ai fait de la cheville vers la pointe, je galère aussi à la pointe. Donc je fais un rabattage à 3 aiguilles, c'est peut-être pas forcément le mieux. Mais je préfère quand même de la cheville vers la pointe. Voilà. Donc on avait fait les chaussettes printanières. Et puis je crois que c'est tout au niveau des derniers projets finis. Bon, c'est déjà pas si mal, hein. Mais je crois que c'est tout au niveau des derniers projets finis. Donc on va parler des projets en cours qui, spoiler alerte, sont des projets... Enfin, il y a un projet qui va être assez long à faire. Et il y a un autre projet qui est un peu plus rapide à faire. Mais le truc, c'est que j'en ai démarré encore un autre qui va être long. Enfin bref, on va parler de tout ça. On va prendre le temps. Le gros projet en cours, le premier dont je vais vous parler, je vous en ai déjà parlé en live, mais je vais vous en parler un petit peu plus ici. C'est un projet en crochet pour mon mari. Donc je vais refaire la petite histoire pour les personnes qui ne le sauraient pas. Il y a à peu près un an, mon mari était en train de scroller sur Instagram, sur les réseaux, et il est tombé sur la vidéo d'un designer en crochet. Je vous retrouverai son Insta, je vous le mettrai là. Et il a adoré la chemise que ce designer s'est fait pour lui-même en crochet. Il me l'a montré, il m'a dit « Oh mon amour, je te demande jamais rien en tricot ou en crochet. » C'est vrai, il me demande jamais rien. Mais là, j'aimerais vraiment que tu me fasses une chemise en crochet. Je dis « Ah bah oui, carrément, avec plaisir. » C'est vrai qu'il me demande jamais rien en plus, donc je suis super contente. Et il me dit « Et je voudrais que ce soit avec de la laine que toi, tu as teint. » Oh, c'est trop mignon quand tu m'as dit ça, j'étais trop contente. Donc je suis allée farfouiller dans ma réserve, parce que des fois je me garde quand même de certaines de mes teintures pour moi. Je suis allée farfouiller dans ma réserve et puis j'ai trouvé deux coloris qui, je trouve, s'assemblent bien. Donc ces deux-là. Ici on est sur Douce Moutarde, qui est un jaune un peu moutarde, doré. Et sur le coloris, j'ai oublié comment je l'avais appelé, vert d'argent, je crois que c'était vert d'argent, parce que j'ai pas gardé l'étiquette, vert d'argent, ici. Donc d'un côté, on a du mérino et nylon, fil à chaussette, mérino et tencel, fingering. Ici, j'ai prévu 3 pelotes de 333 mètres, et là, j'en ai 2 de 400 mètres, d'accord ? La couleur majoritaire, ce sera celle-ci, ce sera le vert d'argent, parce que je le trouve sublime, je trouve magnifique. Et quelques passages, mais quand même pas mal de passages, de Douce Moutarde. Donc je vais vous montrer le début. J'ai décidé de me baser en fait sur le principe d'un gilet hexagonal. Juste, mon mari ne veut pas des manches longues, donc on va être sur des manches ou courtes ou mi-longues. Je vais voir, parce qu'en fait le but c'est quand même que d'abord j'arrive à partir de l'épaule, à arriver à peu près au milieu de son dos. Donc j'espère que j'y arriverai sans avoir à faire des manches longues. On verra bien. Mon mari est très mince, très fin, donc je me dis que ça peut faire. Voici le premier côté que j'ai presque terminé, presque fini.
Donc voilà ce que donne le début. Ici, j'espère que vous verrez bien. Donc on est vraiment sur le principe du gilet hexagonal, hein. Voilà. On est vraiment sur le principe du gilet hexagonal. J'ai fait une alternance des deux couleurs. On a 3 rangs dans le vert d'argent, 2 rangs dans le douce moutarde. J'alterne. Voilà, je vais voir à quel moment j'arriverai à vraiment arriver à peu près au milieu de son dos au niveau de la ligne centrale ici. Et à ce moment-là, je pourrais me dire que j'arrête le premier côté, que je démarre le deuxième. Puis ensuite, quand j'aurai fait les 2 pans, je pourrais les assembler au niveau du dos et allonger le bas parce que comme mon mari est très grand et très mince, même si la largeur est bonne, ça ne veut pas dire que la longueur le sera et il n'a pas spécialement envie d'un crop top. Donc, il va falloir rallonger quand même le bas. Donc, je travaille avec un crochet 3,5, donc du coup, ça demande du temps. Mais bon, ça se fait bien, ça avance bien, c'est du granit, donc c'est un peu zéro cerveau. C'est pas un truc qui me demande beaucoup de réfléchir. Voilà, c'est assez satisfaisant à faire parce que c'est du granit. Personnellement, je trouve que le granit, c'est très satisfaisant. N'hésitez pas, les amateurs de crochet, à me dire ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que le granit, ça a vraiment ce côté intuitif, assez satisfaisant à faire. Ça a beau être répétitif, je sais pas comment dire. C'est pas comme le jersey ou le point mousse au tricot qui, franchement, moi, je trouve à la longue est très fatigant. Là, pour le coup, c'est vraiment un truc où je trouve que c'est très, très intuitif. Voilà. J'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez déjà fait des chemises en crochet. Le deuxième en cours... Pardon, j'ai fait tomber un truc. Le deuxième en cours dont je vais vous parler, eh ben, il est aussi pour mon mari. Eh oui. Ah là là. C'est vrai que j'ai pas beaucoup tricoté pour lui l'année dernière. Je crois que le dernier tricot que j'ai fait pour lui remonte à au moins 2 ans. Je vérifierai. C'était un bonnet que je lui avais fait quand il devait travailler à l'extérieur et tout, puis qu'il faisait froid, mais qu'en fait, il porte pas. Voilà. Il le porte pas. Voilà. J'avais même fait à un moment de temps, il y a quelques années, des mitaines. Bon, il les a portées très vite fait, mais très peu. Donc bref, là, j'ai décidé de lui démarrer des chaussettes. Alors, j'utilise la tweed de chez Lana Grossa pour les premières chaussettes, parce qu'en fait, je vous explique. Pour l'instant, je n'utilise pas ma propre laine que j'ai teint pour lui faire des chaussettes. Et je vais expliquer pourquoi. En fait, mon mari, il est né avec les pieds mal formés. Donc, il a des pieds très larges et en fait, qui peut tordre un peu dans tous les sens. Et ça fait qu'en fait, il a tendance à très vite abîmer ses chaussettes. Les chaussettes du commerce, bien sûr, je veux dire. Les chaussettes du commerce qu'on lui achète, il les abîme très vite. Elles ne durent pas forcément hyper longtemps. En plus, c'est vrai qu'avec son travail dans les chaussures de sécurité, je ne sais pas combien de temps des chaussettes tricotées peuvent tenir. Donc moi, je vous avoue que je me dis, pour les premières chaussettes, je vais prendre de la laine que c'est pas moi qui ai teint. Comme ça, si imaginons, elles ne durent pas, elles ne tiennent pas, je me sentirais moins mal que si c'était des chaussettes avec de la laine que moi j'ai teint. J'avoue que ça me ferait un peu plus mal. Je l'admets, bien volontiers. Donc j'ai pris la tweed, en plus je la trouve super jolie. Alors moi je l'ai eu au café Lainerie, le nid de la linotte. Elle a d'autres coloris, elle a reçu un bleu magnifique dans ce type de laine. Elle a un beige aussi qui est très beau. C'est très doudou, moi j'aime beaucoup, c'est très doux. C'est une laine qui va être bien chaude. Donc voilà. Après, j'avoue que je vais lui dire d'éviter de les porter dans ses chaussures de sécurité. J'aimerais mieux que ce soit des chaussettes... qui porte plutôt dans ses chaussures du quotidien quand on sort ou à la maison. Voilà. Parce que bon, j'ai pas envie qu'elle soit abîmée dans les chaussures de sécurité. Voilà. Enfin bref. Voici le début des chaussettes. Ici. Donc je suis partie sur un petit jacquard pour la cheville, là, tout simple. Je trouve que c'est super mignon. Là, en fait, la première chaussette, je vous explique, je vais faire la cheville, le talon et la pointe dans le noir, ici. Mais pour la deuxième chaussette, je vais inverser. La cheville, le talon, enfin, les côtes, le talon et la pointe seront dans le gris. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sera inversé l'une par rapport à l'autre. Bon, c'est un projet que je voudrais avoir fini pour l'automne. Donc, tranquille. Tranquille, tranquille. C'est un projet que j'avance tout doucement.
J'aimerais, ouais, pour l'automne, je pense que ce serait bien. Ça va être mon petit projet que je vais avancer doucement, tranquillement. Il faut que je vois déjà au fur et à mesure que son pied y passe, parce que comme il a le pied très large, je regarde vraiment au fur et à mesure pour essayer d'adapter. Parce que l'autre jour, c'est vrai que quand je lui ai fait le premier essai, moi, j'osais pas lui mettre franchement la chaussette. Il me dit, bah si, vas-y. Mais j'avais peur, en fait, parce que comme il a le pied super large, j'étais un petit peu angoissée. Mais bon, pour l'instant, ça passe. Ça a l'air de lui aller, donc on va le continuer tranquillement. Hop. Et là, j'en entends certains me dire déjà, bon, c'est bon, Cassie, t'as dit que t'avais toujours seulement 2 projets en cours, donc t'en as pas d'autres. Bah si, parce que j'ai un peu craqué. Voilà, alors, je vais vous expliquer mon craquage après. Là, donc, j'ai ces 2 projets-là en cours. J'ai aussi en cours un châle pour ma petite, un Sauce Bay Cholette, que je suis en train de lui faire et que j'avoue qu'il n'avance pas très vite parce que je sais pas, je l'ai un peu mis de côté. Je vais l'avancer, je vais le finir, mais en fait j'ai démarré tellement d'autres projets qui me tiennent vachement à cœur que je l'ai délaissé celui-là. Il faut vraiment que je le reprenne par la suite. Et là, quand nous sommes allés en Sologne avec monsieur, je suis tombée sur un stand très dangereux pour moi. Le stand d'Atelier Pure Laine. Et comment vous dire, j'ai craqué. Je suis désolée, j'ai pas pu résister. Je sais, c'est pas bien, parce qu'à la base, j'avais dit oui, je vais utiliser que la laine de ma réserve pendant quelques temps. Je vais tricoter la laine que j'ai déjà à la maison avant d'en racheter, parce que j'ai déjà plus beaucoup de place pour la ranger. Bon, j'ai pas tenu ce que j'ai dit. C'est la faute d'Atelier Pure Laine. Elle avait qu'à pas être là avec toutes ces belles laines. C'est de sa faute. Hein. Frédéric, c'est ta faute. Voilà, c'est ta faute à toi. Ah. Bon, du coup, j'ai craqué sur ces 2 petites merveilles. Puis alors, celle-là sent le mouton. Oh, ça sent trop bon. Donc, la première merveille sur laquelle j'ai craqué est un mélange de laine yak et mérino. On est sur de la fingering, de la laine fine. On a 100 grammes et 400 mètres. Ici. J'en ai pris 2 comme celle-ci, ici. Et la deuxième sur laquelle j'ai craqué ici, c'est de la laine 100% mouton Hampshire. Ouais, c'est ça, pure laine Hampshire Dawn, élevée en Normandie, lavage en Haute-Loire, filature en Creuse. Made in France. Yeah. Voilà, pareil, 100 grammes, 400 mètres ici. Et j'en ai également pris 2. Devinez pourquoi. Ceux qui me suivent doivent s'en douter. J'ai dit que cette année, je voulais enfin tricoter un peu pour moi. Ça fait plus de 10 ans que je tricote. Et en fait, les seules choses que j'ai fait pour moi pendant ces 10 ans, ça a été un pull et des châles quand même que je me suis fait. Mais sinon, tout ce qui est gilet, pull que je faisais, c'était plutôt pour mes enfants, c'était pas pour moi. Donc cette année, j'ai envie de me faire enfin un pull, même plutôt 2, parce qu'à la base j'avais prévu de la laine à moi pour ce pull, mais j'ai pris celle-là aussi, donc il y aura 2 pulls pour moi. Bon, je sais pas si je finirai les 2 cette année, mais voilà. Donc j'ai envie de me faire déjà un pull avec cette laine que j'ai ramenée, donc je vais vous montrer les 2 coloris. Voilà, je veux mettre ces 2 coloris dans un pull pour moi, et j'envisage d'y ajouter de la laine que j'avais en réserve depuis quelques temps ici. C'est de la laine de 100% mouton de Normandie. Je crois que c'est de laine à l'ouest, si je ne vous dis pas de bêtises. Que j'ai dans ma réserve depuis un moment et que je ne savais pas trop comment utiliser. Et en fait, je me dis, tiens, pourquoi pas par petites touches, venir utiliser ces 2 coloris dans mon futur pull. Le caramel, j'ai un doute, hein, là, le carotte caramel. Mais le marron comme ça... Je me dis ça pourrait être pas mal par petites touches dans un futur pull. Bien sûr, il y aura un tuto, vous le savez. Il y aura un tuto, mais ça va demander du temps parce que du coup, je vais tricoter ce pull en aiguille 3,5. En sachant que je fais un double XL. Et moi qui avais dit que pendant quelques temps, je ne me lancerai plus dans des longs projets avec beaucoup de mailles.
Comme quoi, il ne faut jamais jurer de rien, hein. Clairement, je retombe les 2 pieds dedans. Donc voilà. Il y aura au moins, je pense, ces 3 couleurs. La couleur pour le haut, déjà, j'ai déjà démarré avec celle-ci parce que juste... Oh, c'est d'une douceur. C'est doudou, c'est génial. Franchement, c'est ultra agréable. Moi, j'adore. Faut aimer la laine naturelle. Moi, j'adore. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez Atelier Pure Laine, si vous connaissez sa laine. Mais franchement, c'est juste génial. Moi, j'adore. Je suis fan. Donc, je pense que je me suis déjà monté les mailles. Vous voyez. Ça va être un pull assez simple. Dans le sens où je veux de haut en bas avec du raglan. Voilà, j'ai envie d'ajouter une petite touche au niveau du raglan. Je ne vous dirai pas laquelle tant que je n'aurai pas essayé. Donc je pense que en gros, jusque au niveau des aisselles du bas, ça va être dans cette couleur-là. Et en fait, je pense que ça va être une fois passé les aisselles, une fois passé là, que je vais venir ajouter les autres couleurs. Je ne sais pas encore comment. J'hésite entre des rayures, peut-être des petits passages de motifs, je ne sais pas encore, je vais voir, je vais y réfléchir. Surtout qu'il faut que je calcule pour que ça tombe bien dans chaque taille, donc on verra bien. Mais voilà, je pense que ça va être un pull un peu oversize parce que je n'aime pas être serrée dans mes pulls. Et quitte à me faire un pull dans de la belle laine, eh ben, j'ai envie que ce soit un pull que je puisse porter quotidiennement. J'ai pas envie que ce soit un pull dans lequel je me sente pas bien. Donc je veux un pull un peu oversize. J'ai pas envie d'un pull à manches longues, j'ai plutôt envie d'un pull manches courtes ou mi-longues. Voilà, j'ai pas envie d'un pull à manches longues parce que moi souvent les manches longues ça me dérange, même en hiver. Même en hiver j'ai tendance à remonter mes manches parce que j'aime pas. Voilà, j'aime pas avoir des manches longues. Donc je pense que ce sera quelque chose un petit peu comme ça, un petit peu oversize, confort, voilà. C'est mon projet, c'est mon idée. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez déjà fait ce type de projet, ce type de pull. N'hésitez pas à me le dire. D'ailleurs, du coup, ça va me permettre de basculer sur le deuxième pull que j'ai envie de me faire. Surtout de vous parler avec quoi j'ai envie de me le faire. Ce prochain pull, par la suite, qui sera certainement celui que je démarrerai plus tard, en tout cas. Je suis décidée, c'est juste que je ne l'ai pas encore démarré. J'ai déjà choisi la laine que j'ai teint moi pour me faire mon pull. D'ailleurs, c'est même de la laine que vous pourrez utiliser pour faire le modèle de pull que je ferai avec ça, puisqu'en fait, on est sur de la laine fine, sur de la laine fingering. Donc au final, vous pourrez même, si vous avez des coloris que vous aimez sur ma boutique, vous pourrez aussi les utiliser pour faire le même pull. Enfin bref, donc le pull suivant que je me ferai, ce sera avec ces 2 coloris-là. J'en entends déjà me dire « T'es sûre, Cassie? Mais ils sont pas très différents. » Oui, je suis sûre. Ils sont pas très différents l'un de l'autre. C'est vrai que les 2 couleurs sont assez proches, mais c'est ce que j'ai envie. J'ai envie, moi, de jouer dans ce futur pull que j'envisage de me faire. Et là où j'ai aussi très clairement, je sais dans ma tête à quoi je veux qu'il ressemble, à voir comment il donnera en vrai, mais voilà. Je veux jouer sur le fait d'avoir 2 teintes assez proches l'une de l'autre. Et en fait, ce qui vient changer ici, c'est le brillant. Vous voyez, d'un côté, on a un fil mat ici, mérino et nylon de 425 mètres, un petit peu torsadé au niveau de son fil. On a 2 brins qui s'enroulent bien autour de l'autre, qu'on voit bien nettement. Et ici, avec le mérino et tencel, 100 grammes, 333 mètres. Voilà, pour un futur pull, moi, je veux ces 2 coloris-là. J'ai pas envie d'un pull très flashy, j'ai pas envie d'un pull... très tranché au niveau des coloris, j'ai envie de quelque chose de doux. Je veux quelque chose de doux et ça c'est doux. Ça aussi c'est doux. Donc ça va être très bien. Voilà, c'est les coloris pour un futur pull qui viendra plus tard. Enfin, en dernier, attention, dernier pour l'instant, futur projet que j'envisage, mais que je n'ai pas encore complètement décidé. Je vous explique. Quand je suis allée en Sologne, le vendredi soir, nous avons dormi chez l'Atelier de Vigny, qui est une teinturière que j'apprécie beaucoup. Elle fait de la teinture à l'acide, elle a des couleurs superbes. Franchement, n'hésitez pas à aller voir. Et en fait, l'Atelier de Vigny, elle avait flashé sur un de mes coloris, le coloris framboisier. Et moi, j'avais flashé il y a un moment sur un autre de ces coloris, le sorcelaine.
Donc du coup, quand elle a flashé sur mon coloris framboisier, moi pour la remercier de nous héberger, je lui ai offert, parce que je trouvais que c'était normal, elle nous a proposé de nous héberger, mon mari, mes enfants et moi, pour nous couper la route pour aller en Sologne. En fait, ça nous faisait 5 heures de route, elle nous a proposé, en gros, ça nous coupait à 3h40 de route de dormir chez elle, donc c'était très gentil de sa part. Donc j'ai offert le framboisier, et elle m'a offert le sorcelaine, que voici. Regardez-moi cette merveille. Je vous mettrai une photo en écheveau et à côté, vous verrez, il y a une paire de chaussettes qu'elle a tricotées avec pour son mari. Comme ça vous donne une idée du rendu. Moi, ce coloris, j'imagine, pour l'instant, je verrai comment ça évolue, j'imagine pour l'instant avec une paire de mitaines. Pour moi. Oui, pour moi. Pour moi. Je ne sais pas ce que j'ai cette année. J'ai envie de tricoter un peu pour moi. Voilà. Donc, j'ai envie de me faire des mitaines avec le sorcelaine, des mitaines un peu montantes pour le coup, parce que en hiver, je ne supporte pas tellement les gants. J'aime pas avoir les doigts couverts. Oui, je suis chiante, mais c'est pas grave. J'aime pas avoir les bras couverts avec un pull. J'aime pas avoir les doigts couverts avec des gants. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont comme moi? N'hésitez pas à me le dire. Donc, j'ai envie de me faire des mitaines un petit peu montantes quand même jusqu'ici. Voilà, pour le coup, qui serait pour moi, pour quand je suis en extérieur ou sur des expos ou quoi. Moi, je trouve que c'est pas mal et avoir les doigts libres quand même. J'ai envie d'essayer de faire des mitaines pour la première fois en aiguille circulaire, puisque les dernières mitaines que j'ai fait, ça remonte à quelques années. Et c'était pas en aiguille circulaire, c'était en aiguille droite à l'époque. Donc voilà. Donc je me dis que ça pourrait être sympa pour des mitaines. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous, qu'est-ce que vous feriez avec? N'hésitez pas à me dire. Je crois qu'on est tout bon sur les projets. On a parlé des en cours. On a parlé des futures idées. Je crois que là-dessus, c'est bon. Donc maintenant, je vais regarder dans la FAQ s'il y a encore des questions que vous m'aviez posées qu'on pourrait aborder. Alors, je viens de reprendre donc la petite vidéo où vous avez pu me poser des questions. Donc, il y a ici une question qui m'a été posée. Pourriez-vous me donner les explications qui ont été vues sur Messenger pour des chaussettes? Alors, si ce sont des explications qui sont passées sur Messenger des chaussettes, donc ça doit être dans les petits groupes de conversation qu'on a avec des abonnés. Donc, on a créé notamment un groupe pour les fameuses chaussettes mystères, les chaussettes printanières qu'on a fait. Si tu cherches les explications, elles sont tout simplement sur ma chaîne YouTube. On les a fait en live. Il y a tous les différents lives qui sont disponibles, visibles gratuitement à la rediffusion. S'il s'agit peut-être des sockets Lala que j'ai fait à ma fille, tu auras le tutoriel vidéo. Faut pas hésiter à chercher. Il y a des playlists qui sont faites pour ça, avec notamment la playlist des chaussettes, chaussons, où tu pourras trouver les différents tutos de chaussettes que j'ai fait qui sont dedans. Donc, faut surtout pas hésiter à regarder. Ensuite, on m'a demandé comment tu trouves l'inspiration pour tes modèles, livre de points, besoins ou demandes spécifiques de tes proches. Alors, comment je trouve l'inspiration? Alors, c'est pas quelque chose auquel je réfléchis tellement. Moi, je suis quelqu'un qui a 10 000 idées. Dans une même journée, je pourrais te trouver en fait plein d'idées. Moi, je suis comme ça, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Et en fait, le fait de m'être mise au tricot et au crochet, eh bien, ça me permet de pouvoir réfléchir sur des choses agréables, comme des projets à faire, plutôt que de réfléchir sur des trucs qui pourraient me stresser ou m'angoisser. Tu vois ce que je veux dire? Bref, alors, est-ce que j'ai des demandes de mes proches? Par exemple, ça arrive, là, mon mari m'a demandé une chemise en crochet. Oui. Mes enfants, en général, ne me demandent rien. C'est selon moi comment j'ai envie de faire. Je me dis, bah tiens, ce serait peut-être bien que je leur fasse un pull pour l'hiver prochain, typiquement ce que je fais chaque année. Mais cette année, je vais faire des pulls pour moi. Enfin, voilà. Là, je leur ai fait aussi dernièrement des petits porte-monnaies en crochet dont vous avez les tutos sur ma chaîne YouTube parce que je me suis dit, tiens, ça serait peut-être pas mal parce que ma fille, elle avait une petite bourse qu'elle s'était offerte, mais je trouvais que les pièces, elles avaient tendance à tomber. Donc, je leur ai fait des vrais porte-monnaies où j'ai trouvé l'inspiration sur Pinterest. J'ai farfouillé sur Pinterest, porte-monnaie en crochet. Il y avait une photo sans les explications. Bon, je me suis dit, attends, je vais essayer de trouver un tuto de porte-monnaie tout simple, juste pour voir comment c'est fait. Donc, j'ai regardé un tuto de porte-monnaie tout simple. J'ai vu comment c'était fait. Je me suis dit, ok, je vais partir sur cette base-là. Mais je vais mixer avec la photo Pinterest où il y avait en effet l'image d'un petit cochon, de petits chiens et tout. J'ai demandé à mes filles quel animal elles voulaient pour leur porte-monnaie. Elles ont choisi et puis voilà, c'était parti.
Après, des livres de points, oui, j'en ai. J'avais fait une vidéo où je vous parlais des différents livres que j'ai, si je me souviens bien. Donc surtout, n'hésitez pas à la regarder, je vous mettrai le lien dans le descriptif. Par exemple, moi, quand je fais des pulls, que ce soit pour mes enfants ou là, je suis en train d'en démarrer un pour moi, j'ai 1 ou 2 livres qui me servent en fait de référence pour les mesures. Par exemple, j'ai le livre Tricoter mon premier pull aux aiguilles circulaires, si je ne te dis pas de bêtises. En fait, ce livre-là me permet de pouvoir me baser là-dessus pour monter le nombre de mailles pour mes différents pulls que je peux faire. Après, en fonction de mon échantillon, j'ajuste le calcul. D'ailleurs, je vous avais fait aussi une vidéo sur comment ajuster le nombre de mailles par rapport à votre laine si vous n'avez pas la bonne laine. N'hésitez pas à regarder aussi. Donc ça va me servir de référence là-dessus. Mais après, moi, je fonctionne beaucoup à l'instinct, c'est-à-dire qu'en fait, je ne peux pas me forcer à tricoter ou à crocheter un truc que quelqu'un me demande si j'ai pas envie de le faire. C'est-à-dire qu'imaginons un jour, un de mes enfants ou un de mes proches me demande de lui faire un truc et j'ai pas envie de le faire, ben, je pourrais pas. Ah, pardon, dans les projets finis, d'ailleurs, ça me fait penser, par exemple, il y a un de mes proches qui m'a demandé de crocheter pour quelqu'un de son cœur un petit amigurumi. Donc c'est de là qu'est née Ariette Lapinette, dont vous avez le patron sur Ravelry, n'hésitez pas à aller voir. Ariette Lapinette, ça a été la demande d'un de mes proches qui m'a dit, bah, écoute, je te laisse faire ce que tu veux, tu as carte blanche, juste je voudrais que tu lui fasses un amigurumi pour la Saint-Valentin. Ok, je lui ai juste demandé quelles étaient les couleurs que la personne aimait, elle m'a dit du bleu, bon bah j'étais partie sur là-dessus et j'ai fait le modèle comme moi j'avais envie. Mais en fait, voilà, moi, je ne peux pas me forcer à faire un truc. J'ai beaucoup d'idées et j'ai besoin de pouvoir suivre mes idées. Si on me fait une proposition, si on me demande quelque chose, comme quand on m'a demandé l'amigurumi et que j'ai l'envie, je vais le faire de bon cœur. Comme quand mon mari m'a demandé de lui faire une chemise en crochet, l'idée m'a vraiment donné envie, donc je le fais de bon cœur. Mais sinon, sinon en fait, je ne peux pas si je n'ai pas envie. Et moi, les inspirations, bah, en fait, elles viennent toutes seules, elles viennent comme ça. Après, c'est vrai que je suis beaucoup à suivre sur les réseaux des comptes de personnes qui tricotent, qui crochettent et tout. Donc, ça aide à donner des idées, en fait. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre des personnes comme ça qui sont créatives et qui sont inspirantes. C'est comme ça aussi qu'après, on développe soi-même des idées, on ne va pas se mentir. C'est important, mine de rien, pour avoir toujours une source d'inspiration. Et n'hésitez pas à avoir quand même, moi, je sais que j'aime beaucoup avoir des livres qui vont me servir en fait de point de référence. Si je me dis tiens, je ferais bien un modèle un peu comme ça, bah, je vais prendre le point de référence d'un modèle qui ressemble à ce que je veux faire, puis je vais le modifier. Mais dedans, j'ai envie de mettre tel point ou tel point de tricot, bah, j'ai un livre avec plein de points de tricot, comme ça je peux suivre pour mettre dedans, parce que moi j'aime bien lire sur les livres. Voilà. Question suivante. Je suis débutante au crochet et j'aimerais savoir si pour vous ça a été compliqué d'apprendre ou pas. Ouh, grosse question ça. Alors ce qu'il faut savoir c'est que moi, ça fait donc plus de 10 ans que je tricote maintenant et 1 an que je crochette, enfin un peu plus d'1 an que je crochette. J'avais essayé d'apprendre le crochet il y a environ 6 ou 7 ans par une amie et j'avais pas accroché, mais vraiment pas. J'y arrivais pas, je trouvais que c'était pas tellement pas pareil que le tricot, ça me gonflait, soyons clairs, ça me gonflait, ça m'énervait, bref, il n'y avait pas moyen, donc j'ai laissé tomber. Et puis il y a un peu plus d'1 an, pour qui pourquoi, je me suis mise à avoir vraiment envie de réessayer d'apprendre le crochet. Vraiment très envie, je voyais des choses faites en crochet où ça me donnait envie, où vraiment je me disais oh, j'aimerais bien pouvoir faire des trucs un peu comme ça, j'aimerais bien pouvoir, et j'ai commencé à voir les possibilités de choses qu'on pouvait faire en crochet en mode waouh, j'aimerais vraiment savoir faire pour moi aussi pouvoir créer des choses en crochet, donc c'est venu de là. Est-ce que ça a été facile? Oui et non. Je vais m'expliquer. Le truc, c'est que la première chose à faire quand tu veux apprendre le crochet, c'est de réussir à avoir le geste. C'est-à-dire de savoir comment d'arriver à avoir le geste de je tiens mon crochet, j'arrive à accrocher le fil, à le faire passer dans la boucle. Comme quand on fait la chaînette, d'accord? Dès lors que tu as ce geste-là, déjà, ça va faciliter les choses. Ensuite, quand tu as acquis ce geste-là, mon conseil, c'est de commencer par des projets qui se crochettent en rond
ou en carré. Donc apprendre à faire ton cercle magique. De toute façon, le cercle magique, ça fait partie des basiques qui doivent vraiment s'apprendre, je pense, rapidement. C'est quelque chose qu'il faut apprendre rapidement. Après, si tu ne sais pas faire le cercle magique ou si tu n'aimes pas faire le cercle magique, il y a d'autres astuces. On peut faire 4 mailles en l'air, puis on ferme et ça fait un cercle, d'accord? Mais voilà, moi je trouve le premier truc, en fait, le premier vrai ouvrage que j'ai fait en crochet à partir d'un tuto, c'était les petits dessous de verre en forme de fleurs. Et franchement, ces petits dessous de verre en forme de fleurs, je vous ai fait un tuto, n'hésitez pas à regarder. Ça a été vraiment le truc qui m'a fait me dire « Ah ouais, le crochet, c'est sympa. » Vraiment. Pourtant, les 2 premières n'étaient pas super belles parce qu'il y en avait une, elle avait un pétale de trop. Une autre, il lui en manquait un, mais c'était pas grave, j'avais quand même réussi. En fait, le fait de crocheter en rond, je trouve que tu te repères mieux sur le début et la fin de ton rang que quand tu crochettes en aller-retour. Des fois, tu te demandes pourquoi, mais c'est bizarre, mon nombre de mailles diminue. C'est bizarre ou augmente parce qu'en fait, on a plus de mal, je trouve, quand on est en aller-retour à repérer le début de la fin des rangs. C'est juste mon opinion, hein. Après je peux me tromper, mais voilà. Quand tu démarres en crochet, prends un crochet ni trop petit ni trop gros. Je recommande un crochet 5, minimum 4, 5 ou 6. Voilà, pas plus gros, pas plus petit, tu risques de galérer. Un fil qui ne soit pas trop gros ni trop fin non plus. Hein, moi, je te dirais typiquement, tu vas par exemple à La Foire Fouille, ça coûte pas cher, et tu prends une pelote de Big Lisa Premium. C'est une grosse pelote, tu auras de quoi t'entraîner pendant un long moment. C'est un fil qui est moyen. Typiquement, moi, je trouve que c'est un bon fil pour débuter. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à donner des conseils à ceux qui veulent débuter en crochet dans les commentaires, n'hésitez pas. Ensuite, question suivante. Bonjour Cassie. Avec un I à l'envers, comment sait-on s'il faut faire un surjet simple ou 2 mailles ensemble? Je suis pas sûre de capter la question. Comment savoir à quel... Moi, je vais prendre la question. Comment savoir quand faire un surjet simple, de quand faire 2 mailles ensemble? Alors, le surjet simple et les 2 mailles ensemble ne vont pas donner des diminutions dans le même sens. Oui, je sais. Ça fait bizarre quand je dis ça, je vais m'expliquer. Alors, j'ai pas sous la main, mais si vous regardez par exemple dans les tutos de chaussettes, les chaussettes printanières, quand on tricote pour faire les diminutions après le talon, oui c'est ça, après le talon, il y a d'un côté du talon, on va tricoter 2 mailles ensemble et de l'autre côté du talon, on va faire un surjet simple. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, ça va permettre d'avoir des diminutions l'une vers la gauche, l'autre vers la droite, et ainsi que ça se rejoigne et que ce soit plus joli, tout simplement. Donc ça va dépendre de dans quel sens tu veux que ça penche au niveau de tes diminutions. C'est là qu'il faut que tu réfléchisses si je veux faire plutôt 2 mailles ensemble ou si je veux faire plutôt un surjet simple. Voilà. Après, il y a aussi l'option du surjet double. Oui, je sais, il y en a, ils vont me dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte, Cassie, là? Le surjet double, en fait, ça va venir te retirer 2 mailles au lieu d'une. Quand tu tricotes 2 mailles ensemble, du coup, tu réduis d'une maille. C'est-à-dire que tu as une maille de moins. Quand tu fais un surjet simple, c'est pareil. Tu réduis d'une maille. Tu as une maille de moins. Quand tu fais un surjet double, tu fais carrément en sorte que tu aies 2 mailles de moins. Et en fait, là, ce type de diminution va surtout s'utiliser sur des points spécifiques, comme par exemple les côtes 2-2. Imaginons, tu es en train de faire un bonnet en côte 2-2, et là, tu dis, bah oui, mais si je fais 2 mailles ensemble, là, à cet endroit-là, ça va pas être joli, puis ça va faire bizarre. Donc, dans ce cas-là, tu peux partir sur un surjet double. D'accord? Ça peut être une bonne option. C'est un conseil, voilà, tu fais ce que tu veux derrière. Mais tu as aussi cette option-là. Ou alors, si tu veux vraiment diminuer plus rapidement tes mailles, bah c'est pareil, le surjet double va être une bonne option dans le sens où vraiment, ça va venir t'enlever 2 mailles au lieu d'une. Voilà. Question suivante. Bonjour Cassie. Dans des mailles ajourées, c'est quoi une maille ouverte et fermée? Je n'arrive pas à appliquer. Merci et très bonne journée. Alors, moi, l'expression maille ouverte ou maille fermée, je l'utilise quand je fais des augmentations, quand je fais des jetés. Le jeté que je fais, soit je vais le tricoter ouvert, soit je vais le tricoter fermé.
Je m'explique. Par exemple ici, pour avoir des trous au niveau de mon point de tricot, les jetés, je les ai tricotés ouverts. Je vais vous mettre un exemple ici. Donc je les ai tricotés ouverts, c'est-à-dire que j'ai tricoté de manière à ce que ça forme un trou. Ok? Si je voulais qu'il n'y ait pas de trou, je devrais tricoter mon jeté fermé. Et pour ça, je dois faire en sorte que les deux brins de mon jeté se croisent de cette façon. Et ainsi, quand je le tricote, ça va faire en sorte qu'il n'y ait pas de trou. Ou en tout cas, un trou bien plus petit si vous êtes sur des grosses aiguilles avec du fil tout fin. Mais voilà, vous avez compris l'idée. C'est là que moi, personnellement, j'utilise l'expression de maille ouverte ou maille fermée. Parce qu'en fait, l'une ne va pas avoir le même rendu que l'autre. L'une va nous donner un trou, la maille ouverte, et l'autre va faire en sorte qu'il n'y ait pas de trou, la maille fermée. Ça peut aussi s'apparenter du coup au fait de tricoter le jeté torse. Vous savez, les mailles torse. Les mailles torse, c'est quand on fait en sorte que notre maille, ces deux brins s'enroulent l'un sur l'autre. Ça va donner des tricots en général plus serrés. C'est très utilisé dans les tricots à la russe, si je ne vous dis pas de bêtises. Parce que ça donne aussi des tricots qui sont plus chauds, parce que ça emprisonne davantage d'air. Voilà. Et enfin, la dernière question qui m'a été posée, c'est comment as-tu su faire... Ah non, c'est l'avant-dernière question, pardon. L'avant-dernière question, comment as-tu su faire des tricots? J'ai appris. Non, c'est-à-dire que quand j'étais petite, on m'a appris à monter les mailles, tricoter à l'endroit et rabattre les mailles, et c'est tout. Et en fait, en 2014, j'ai fait une hémorragie du côlon, comme je le raconte très souvent quand vous me posez la question. J'ai fait une hémorragie du côlon. Le médecin m'a dit 3 mois de repos, madame. Donc 3 mois de repos, pour moi, c'était très compliqué. J'avais besoin de m'occuper. Donc j'ai demandé à mon mari d'aller m'acheter des aiguilles et de la laine. Je n'avais pas tricoté depuis longtemps, mais je m'étais dit, allez, on va essayer de s'y remettre. Avec Internet, je me suis dit, je vais peut-être trouver moyen d'apprendre à faire autre chose que des mailles à l'endroit. Donc ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile. Mais j'ai persévéré, j'ai persisté, je me suis entraînée. Et c'est comme ça que j'ai réussi à développer mon apprentissage du tricot. La dernière question, bonjour Cassie, fais-tu un échantillon pour tricoter des chaussettes? Si oui, en cercle fermé comme les chaussettes sont en circulaire ou pas? Je suis une mauvaise élève sur les échantillons, je l'admets bien volontiers. Je ne suis pas une bonne élève parce que je ne fais pas d'échantillons pour les chaussettes. Je fais très peu d'échantillons, moi. Oui, je sais, c'est pas bien, c'est pas bien. En fait, comme je fais souvent des châles, les châles, moi j'estime qu'il n'y a pas besoin d'échantillons. On prend des fils qui sont tous de la même taille, il n'y a pas de raison qu'il y ait un souci avec ça. Là où je vais faire des échantillons, c'est plutôt pour les pulls. Là, par exemple, avant d'entamer le pull que j'ai décidé de me faire, j'ai fait un échantillon. J'ai fait un échantillon avec les différents types de laine que j'allais utiliser. Donc avec le premier type, j'ai fait les premiers rangs. Avec le deuxième type, j'ai fait le deuxième rang. Avec le troisième type, j'ai ajouté au-dessus pour vraiment voir est-ce qu'on est raccord, mesurer combien de mailles pour 10 cm et ainsi pouvoir calculer le nombre de mailles à monter. Là, oui. Mais quand je fais des chaussettes, j'utilise toujours des aiguilles 2,5 et un fil fingering mérino et nylon, comme vous avez sur ma boutique, vous en avez plein. Donc du coup, moi je me dis, moi je fais pas d'échantillon, je me dis que j'en ai pas besoin. Parce qu'étant donné que c'est toujours du fil à chaussettes fingering et toujours des aiguilles 2,5, moi je fais pas d'échantillon, j'en fais pas. Je sais que dans le livre Chaussettes douillettes dont on vous a parlé avec Maribel dans le podcast, elle explique par contre comment faire un échantillon en cercle. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir le livre, à l'acheter parce qu'il est vraiment très 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 bien fait ce livre. Et il va vous expliquer comment faire pour faire ce type d'échantillon pour les chaussettes justement. Mais moi j'en fais pas. Pas bien, mais j'en fais pas. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous êtes adepte de faire des échantillons pour les chaussettes ou pas. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Désolée, pour moi, il n'y a pas de mauvaise réponse parce que moi, j'en fais pas. Voilà. Je crois que nous avons fait à peu près le tour. N'hésitez pas à me déposer les commentaires si vous avez des questions, si vous avez apprécié la vidéo
Voilà, n'hésitez pas. Si vous avez peut-être envie que j'aborde certains sujets dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je dis pas que je le ferai spécialement rapidement, mais ça peut me donner aussi des idées. Voilà. Là, je vais avancer sur mes encours, donc qui sont des encours assez longs, donc les prochains gros tutos ne seront pas pour tout de suite, mais ils vont venir. Il faut me laisser le temps juste de créer les modèles, de faire les explications et d'être sûr que ce soit bon. C'est quand même mieux. Voilà. Je vous fais à tous plein de gros bisous, je vous souhaite plein de belles réalisations. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos projets en cours en ce moment ou si vous avez des futurs projets que vous avez envie de faire, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous!